Cette histoire a commencé il y a déjà 2 ans. À l'époque, je suis tombé sur ce projet de Timur Dotov sur internet, une vision moderne du design de l'UAZ, un UAZ venu du futur. Le projet est terminé et nous publions les épisodes progressivement. Dans les épisodes précédents, nous avons acheté un véhicule d'honneur, commencé à le remettre en état, compris qu'il nous manquait des pièces, puis acheté un autre d'honneur, refait toute la suspension, les différentiels, les freins, et réalisé un essieu arrière directionnel. C'est très amusant, regardez. Et il y a encore beaucoup de choses intéressantes qui vous attendent. Au final, la première chose essentielle que nous avons entreprise a été de procéder au démontage complet et minutieux du moteur, ainsi que de tous les éléments périphériques et des systèmes complexes qui y étaient étroitement associés. Cela n'a pas pris beaucoup de temps, car la voiture est intrinsèquement simple et remarquablement facile à comprendre pour quiconque s'y intéresse. Après seulement 2 heures de travail acharné, nous avions réussi à obtenir un compartiment moteur complètement vide, révélant ainsi les premières surprises inattendues qui commençaient à apparaître. Voilà ce que j'ai extrait de notre ancien longeron. Tout est troué, tout est soudé d'une manière étrange. J'ai donc fabriqué une nouvelle pièce. Nous allons donc la souder ici, elle est un peu plus épaisse, les nervures sont un peu plus grandes, donc la marge de solidité sera apparemment plus importante. Je vais donc maintenant souder ce longeron, le restaurer, puis je m'occuperai d'embellir tout le compartiment moteur. Les fixations superflues seront enlevées, les trous seront soudés, le support de batterie sera retiré et la batterie sera déplacée dans l'habitacle. C'est pourquoi il va falloir passer beaucoup de temps sur ce travail peu intéressant, simplement pour mettre en ordre ce que nous avons. Je rappelle qu'au départ, nous avons acheté la voiture dans le haut du marché afin de ne pas avoir à remplacer le moteur et tout ce qui en découle. Mais, comme le montre la pratique, cela ne fonctionne pas ainsi. Donc, pour installer correctement le boîtier de direction, il faut savoir où sera placé le volant. C'est pourquoi nous avons acheté ceci, une colonne de direction complète de Citroën C5. Je pense qu'elle convient parfaitement à notre rendu, à ce que nous voulons obtenir au final. Et puis, on en trouve à la casse. On y allait, on l'a acheté, elle coûtait un prix raisonnable. Ce qui est intéressant avec elle, c'est que sa partie centrale reste fixe, tandis que le volant lui-même tourne. C'est un aspect assez futuriste, c'est pour ça que ça nous convient. Mais il y a un problème avec elle, elle est assez massive. Et pour l'instant, je ne comprends pas du tout comment l'installer là-bas. Donc, pour commencer, je vais probablement la démonter un peu. Je vais enlever tout ce qui est superflu. Tout ce dont on peut se passer, je vais le retirer. Et j'aimerais autant que possible garder les réglages. Elle se règle d'avant en arrière, de haut en bas. J'aimerais aussi conserver ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'une petite chose à faire. Il faut imaginer l'emplacement précis et la fixation du nouveau volant. Alors, j'ai passé pas mal de temps à essayer de positionner ce volant au moins à peu près correctement. Voilà, j'ai enlevé tout ce qui était en trop. Le pédalier, je pense que le volant sera pratique, il faut l'installer. Pour faire ça, j'ai soudé 2 tiges filetées provisoirement ici, juste pour l'instant. Et j'ai suspendu le volant. Et à partir de là, je peux baisser ou monter le volant, l'avancer ou le reculer. Littéralement, tout cela bouge sur le filetage grâce à ces points de soudure. Ça monte, ça descend. C'est déjà un peu plus pratique. Mais encore une fois, c'est pas la position finale du volant car il faut commander le pédalier et très probablement le pédalier viendra d'une classique, précisément d'une 21. Il est petit et conçu pour des freins sans assistance et pour un embrayage classique. Je pense qu'il conviendra ici grâce à ses dimensions. Voici à peu près la position de l'assistance hydraulique en fait. Il ne devrait absolument pas y avoir d'angle extrême ni de croisillon visible ou apparent. Il faudra juste déplacer ce trou un peu plus haut. Je vais maintenant essayer d'inventer une sorte de fixation sur le longeron. Il le faut. Et je pense qu'il faudra aussi renforcer quelque part ici pour éviter que, comme avant, le longeron ne bouge. Bien sûr, dans notre domaine, il n'existe pas de solution prête à l'emploi ni de kits d'installation, mais on a toujours sous la main une feuille de carton et du métal épais. Si on ajoute à cela les mains de Kolia, voilà ce que ça donne. J'ai préparé un tel jeu de plaques de fixation pour solidement fixer le réducteur à la carrosserie du véhicule. Cette plaque spécifique sera fixée ici et reliera de manière sécurisée le réducteur à la cloison pare-feu du moteur. Et cette plaque, selon le principe de notre ancien support, reliera le réducteur au longeron. Ensuite, tout devient clair visuellement. Nous assemblons la structure pour l'instant avec des points de soudure, car il y aura sûrement de nouveaux ajustements par la suite.
l'arbre de transmission, le petit arbre de direction qui convient à notre direction assistée et avec lequel je voulais tout assembler. Dans ma tête, après avoir regardé les images, je pensais que cette partie allait sur la direction assistée et qu'on allait simplement la fixer comme ça. Mais il s'est avéré que la cannelure dont nous avons besoin se trouve sur cette partie de l'arbre, donc je ne pourrais pas me passer de soudure. Donc maintenant, je vais probablement chauffer cette partie. Il y a du plastique coulé à l'intérieur. Je vais retirer cette pièce, couper ce qui est inutile ici et là, et finalement souder le tout. Voilà le résultat que j'ai obtenu lors de la préparation. C'est vraiment génial que la pièce du cardan d'origine de la Niva convienne. Cette tige vient s'insérer ici. Et donc, je vais mettre ici 3 rivets électriques. Et là, je souderai. La marge de solidité de cette connexion sera donc très élevée. Rien ne nous empêche donc de continuer. Ensuite, Kolia poursuit le plan qu'il s'est lui-même fixé, et nous avons ainsi ce résultat. Des rivets électriques, et là une soudure. Nous avons acheté cet ensemble de pédales, modèle 20 et un 01. Visuellement, il convient le mieux. Il est relativement compact. Bien sûr, il faudra quand même le découper, mais nous avons aussi le mètre-cylindre principal 20 et 1.1, donc en théorie, tout cela devrait convenir. Comme je l'ai dit, notre plan de prendre une voiture plus chère, déjà équipée d'un moteur moderne, est tombé à l'eau. Et, en remplaçant un composant, on se rend compte qu'il entre en conflit avec le suivant. De fil en aiguille, nous avons dû tout remplacer. Il ne restera de la voiture que le châssis, et encore, seulement en partie. Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à ce genre de situation, mais à chaque fois, nous faisons les mêmes erreurs. Comme on le sait, refaire ou terminer le travail de quelqu'un d'autre est bien plus difficile que de tout faire à partir de zéro. Dans ce cas précis, nous nous sommes souvenus à temps de cette vérité, et dès cette étape, nous avons tout jeté pour assembler un nouveau pédalier. Ainsi, si pour la pédale d'embrayage, tout s'est passé de manière assez simple et relativement aisée, car elle se plie facilement et sans grande résistance. Je l'ai ajustée sur place avec une relative facilité. La pédale de frein, en revanche, elle ne semble absolument pas vouloir céder aussi facilement à nos tentatives de modification. Le métal qui la compose est considérablement plus épais et plus rigide, ce qui rend toute manipulation difficile. Et malheureusement, nous n'avons absolument rien à notre disposition pour le chauffer localement de manière efficace. Nous ne disposons pas d'un chalumeau adéquat, ni d'aucun autre outil de chauffe précis, donc il faudra probablement simplement la ressouder de manière définitive pour assurer sa solidité et sa fonctionnalité. Après avoir trouvé une solution pour la positionner correctement et de manière stable, ce qui représente un défi supplémentaire compte tenu de la rigidité du matériau et de l'absence d'équipement approprié pour un ajustement précis sur le moment. Cette situation nous contraint à une approche plus radicale et moins flexible que ce que nous avions initialement envisagé pour cette partie du projet. Voilà à quoi ressembleront nos pédales. C'est déjà très probablement leur position finale. Pour moi, tout est assez confortable. Aucun pied ne gêne, tout passe bien. Il ne reste plus qu'à se décider pour la pédale d'accélérateur. Nous avons trouvé cette pédale d'escore entièrement en métal. Donc on peut la recouper, la plier, la ressouder. Je vais maintenant faire quelques maquettes, réfléchir à la façon de fixer la colonne de direction, parce qu'ici, autour de la structure porteuse, il n'y a vraiment rien du tout. Tout ça, c'est vraiment très fragile. La seule chose qui soit porteuse ici, c'est ça. Et de l'autre côté, c'est à dire que très probablement, je vais insérer un tube ici en haut à l'intérieur et peut être aussi relié par un tube en bas. Puis je fixerai la colonne de direction et l'ensemble pédalier entre ces deux tubes. Ici, il y aura une sorte de bride. Bon, je vais inventer tout ça maintenant. Au final, pour installer la colonne de direction, Kolia a imaginé cette plaque. Il l'a bien soudée et maintenant on peut continuer les travaux. J'ai fait la première partie de la fixation de la colonne de direction et je me suis retrouvé face au problème qu'il n'y avait nulle part où la fixer. Tout autour est vraiment fragile, pas solide du tout. J'ai mesuré cette niche ici, en haut. Ici, c'est juste une tôle pliée et un profilé 50 par 25 s'y insère parfaitement. J'ai acheté un profilé double paroi, donc l'objectif maintenant est de l'intégrer soigneusement à l'intérieur ici. Ainsi, nous relierons aussi ces deux montants latéraux. Et à ce tube, je fixerai déjà le haut de la colonne de direction ainsi que l'ensemble pédalier.
Donc maintenant, je découpe tout ce qui est superflu ici. En retirant tout ce qui gêne, il y a toutes sortes de petits crochets à l'intérieur. Et j'intègre le tube à cet endroit. Et c'est déjà à partir de ce tube que je vais fixer toute la direction. Au final, il a été décidé de retirer tout ce qui était inutile et de renforcer correctement l'emplacement de fixation de la colonne de direction et du futur tableau de bord. Nous coupons sans pitié les structures qui ne conviennent plus. Nous nettoyons, retirons le volant et ajustons le futur renfort. C'est un simple tube profilé qui s'est parfaitement intégré ici. Je propose de jeter un autre coup d'œil au rendu. Au final, nous devons obtenir ce type de volant avec un écran intégré. C'est précisément pour cela que nous avons choisi cette option afin de ne pas avoir à réinventer tout le mécanisme. Autrement dit, la partie centrale du volant reste immobile. Au final, il ne restera de ce volant français que la structure principale. Quant au design, nous allons le refaire entièrement et l'adapter au maximum à notre rendu. Une fois que tout est parfaitement ajusté, nous appliquons un apprêt à l'intérieur du panneau, nous apprêtons également le profilé et nous le soudons à sa place définitive. Au final, nous avons obtenu une base solide et fiable sur laquelle il est possible de fixer la colonne de direction, ce à quoi Colia s'occupe. Nous avons installé provisoirement le volant et les pédales. Je pense que pour l'étape de la maquette, c'est largement suffisant. Pour l'instant, nous cherchons simplement l'emplacement de tous les nouveaux composants que nous allons installer. La colonne, les pédales, tout est en place, tout est pratique. Je suis assis, la position des mains semble à peu près correcte. Le volant est réglable vers soi, vers le bas et vers le haut. Le siège peut être avancé, donc on peut vraiment trouver une position adaptée à soi. On laisse ces éléments en place et on continue. En parallèle, pendant que j'installais tout ça, nous cherchions, sélectionnions et commandions aussi d'autres pièces détachées, car notre objectif principal restait tout de même le remplacement du moteur. Et maintenant, venez, je vais vous montrer ce que nous avons trouvé et sélectionné. Commençons par l'essentiel, un nouveau moteur. Nouveau en quelque sorte, c'est un moteur d'occasion importé provenant d'une casse. C'est un 1,9D, code moteur N-Droit. Nouveau parce qu'il affiche 154 000 km au compteur, kilométrage déclaré. Pour un diesel Volkswagen, c'est considéré comme quasiment neuf. Je vais expliquer pourquoi nous avons choisi précisément ce moteur. Il y avait une option pas beaucoup plus chère de prendre un moteur turbo diesel qui aurait été bien plus puissant, meilleur, plus amusant, avec le sifflement de la turbine, tout aurait été génial. Mais sur le l'UAZ, la transmission a une réserve de solidité très limitée, donc un moteur beaucoup trop puissant aurait absolument nécessité le remplacement complet de toute la transmission existante. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que, comme on le voit sur le rendu, puis à l'avant de la voiture, elle se rétrécit. Nous ne voulions pas ajouter d'équipements supplémentaires comme un intercooler, une turbine, des tuyaux additionnels ou ce genre de choses. C'est pourquoi nous avons opté pour le plus simple et le plus fiable. Un moteur qui prendrait moins de place. Et il semble qu'il nous convienne sur tous les plans. Il n'est pas très puissant, mais il a du couple. Et je pense qu'il nous suffira. Nous l'avons acheté tout de suite dans la première configuration. C'est à dire avec l'alternateur, la direction assistée, le démarreur, la pompe et tout le reste. Concernant le moteur, il faudra clairement modifier ou adapter certaines choses. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est le filtre à huile. Ici, nous avons la barre de direction qui passe. Il va falloir résoudre ce problème. Il faudra également régler la question de l'embrayage, ainsi que la sortie du liquide de refroidissement à l'arrière. Eh bien, je pense que d'autres petits détails apparaîtront en cours de route. Alors maintenant, il faut mettre des gants car je vais vous montrer ce qui était installé chez nous auparavant. Auparavant, nous avions installé une telle plaque d'adaptation. En principe, elle remplissait son rôle et sa fonction, mais son apparence ne nous convenait pas vraiment. C'est pourquoi, pour la remplacer, nous avons acheté ceci, une neuve. Achetée tout simplement sur Internet. Elles ne sont pas fabriquées sur commande, ce sont juste des gens qui les fabriquent et les vendent librement pour l'adaptation du l'UAZ pour un moteur diesel. Deuxièmement, ce que nous avions installé, c'est un tel kit d'embrayage. C'est le plateau de pression, le disque, le volant moteur. Ce qui ne convenait pas. Vous vous souvenez, lors de notre sortie en off-road, quand nous sommes allés dans le marais, l'embrayage fumait beaucoup. C'était pour deux raisons.
D'une part, il était un peu faible en soi et il n'était pas tout à fait correctement installé parce que le plateau de pression installé fait 190 mm. Le disque installé fait 200 mm et le volant moteur est prévu pour un embrayage de 200 mm. C'est pourquoi il y a telle trace de frottement sur le plateau de pression ici. Le plateau de pression a des ailettes tordues, mais en général, il a l'air surchauffé et pas en très bon état. En réalité, il n'y a pas de reproche à faire au volant moteur. Au disque, en fait, il n'y a pas non plus de reproche à lui faire. Il n'est pas neuf, mais il pourrait encore servir, donc bon, on va quand même le remplacer. Mais juste pour accompagner le tout, je vais vous montrer ce que nous allons installer à la place de tout ça. Le volant moteur, nous gardons l'ancien. Pour ce volant moteur, un disque d'embrayage de 200 mm a été sélectionné et acheté en plus. Il convient parfaitement au volant moteur et, si je ne me trompe pas, un mécanisme d'embrayage provenant d'une Volkswagen a également été sélectionné pour un disque de 200 mm. Et il se positionne précisément et s'adapte parfaitement à notre volant moteur. Pour compléter cet ensemble, une butée d'embrayage a aussi été choisie, qu'il faudra adapter à la butée d'origine du l'UAZ pour que tout cela fonctionne. Pour actionner l'ensemble, un cylindre récepteur et un mètre cylindre d'embrayage ont été achetés. Et c'est à peu près tout pour la transmission. Je vais expliquer pourquoi nous avons opté pour un disque de 200 mm et pourquoi nous n'avons pas conservé l'embrayage plus grand qui équipe notre nouveau moteur 1,9. L'embrayage sera notre point faible. Il nous est en quelque sorte plus facile de griller l'embrayage que de casser toute la transmission, exploser la boîte de vitesse ou briser les demi-arbres. Il vaut mieux que ce soit l'embrayage qui patine, c'est une pièce d'usure, il est plus facile à remplacer. Je pense que Kolia a expliqué toute la théorie en détail. Mais comme on le sait, la théorie diffère souvent de la pratique, donc sans trop réfléchir, nous avons décidé de passer à la pratique. Par curiosité, j'ai tout assemblé, même sans les boulons pour l'instant. On a mis la plaque, elle convient. Le volant moteur rentre aussi. Et je l'ai déjà essayé sur la boîte de vitesse. Et elle convient aussi à la boîte de vitesse. La plaque est encore brute, il faut la finir un peu. Et encore un autre point important. J'ai lu que lors de l'installation de cette configuration spécifique sur la boîte d'origine de l'UAZ, il est absolument impératif d'installer ce petit roulement qui s'installe juste ici est crucial. J'ai trouvé la référence sur Drive, il me semble, je l'ai choisi et installé. Ce petit roulement maintient l'arbre primaire de notre boîte de vitesse. À l'origine, sur la Volkswagen, il n'est pas installé ici, il n'y a qu'un trou, mais pour nous, il est indispensable, donc nous allons l'installer ici. Et maintenant, nous allons mettre en pratique tout ce que Kolia a imaginé en théorie. Nous usinons les éléments manquants et corrigeons les imperfections de la plaque d'adaptation. Alors, j'ai déjà presque tout préparé pour installer le moteur avec la boîte dans la voiture. Il a fallu modifier la plaque toute prête que nous avions reçue. J'ai percé les trous pour le démarreur et j'ai fait un filetage. J'ai fait le filetage pour la fixation de la boîte elle-même et élargi les trous. Voilà, ces rainures pour... Mais pour que la tête puisse passer et que tout soit pratique, le démarreur sera déplacé. Chez nous, c'est de ce côté. Et il suffira de le fixer avec 2 boulons. Tout est super, tout est pratique. J'ai aussi commandé un support moteur d'origine de l'UAZ parce que le nôtre était vraiment trop usé. Des fenêtres ont été découpées, quelque chose a été soudé. J'ai décidé qu'il serait plus simple d'en commander un autre. Pas neuf, mais un autre. Nous allons le nettoyer, le peindre et l'apporter. J'ai usiné sur le tour une imitation de l'arbre primaire de la boîte de vitesse pour faciliter le positionnement de l'embrayage. C'est fait et nous avons acheté toute la visserie. Toute la visserie est en 10,9, si je ne me trompe pas, en termes de résistance. Donc tout devrait convenir. Maintenant, on peut déjà tout installer sur le moteur. J'ai déjà tout essayé 10 fois, démonter, remonter. Mais maintenant, on peut vraiment tout assembler, relier le moteur à la boîte de vitesse et essayer tout ça dans la voiture. La seule chose qui nous manque, c'est la butée d'embrayage. Mais elle aussi est en route quelque part vers nous. Et elle sera également sur mesure. Donc pour l'instant, on peut tester l'agencement même sans la butée. Alors maintenant, j'assemble tout, la plaque sur le moteur, le volant moteur et pam pam pam. Et enfin, l'assemblage final, après quoi on comprendra où on en est. Reprenons encore une fois la logique de ce qui se passe.
Pour pouvoir commencer l'extérieur, c'est-à-dire la fabrication de la nouvelle carrosserie, il nous faut installer tous les principaux éléments, qu'on ne pourra plus ensuite déplacer, recouper ou modifier d'une quelconque manière leur position. Et principalement, cet élément, c'est le moteur. C'est autour de lui en fait que nous allons construire l'avant de la voiture. Notre moteur est en place. Il n'y a pas eu de surprise particulière lors de son installation. En termes d'architecture, ce moteur et le précédent se ressemblent beaucoup. Nous avons utilisé des solutions toutes faites, donc en principe tout s'est bien passé. La seule chose, c'est le filtre à huile. Il faut le modifier, retirer l'échangeur thermique et installer le filtre lui-même plus bas avec un volume plus petit. Nous compenserons probablement cet échangeur thermique par un radiateur d'huile. De l'autre côté, ce côté là est vide, allégé, tout est de ce côté-ci. Et puis, il y a toutes sortes de petits détails concernant leur refroidissement. Il y a pas mal de petites choses à améliorer, mais nous n'allons rien changer de façon radicale. Voilà, l'échangeur thermique, nous allons l'enlever et installer un filtre à huile plus petit. Et ainsi, si jamais l'échangeur thermique ne suffit pas, nous installerons un radiateur de l'autre côté. Pour le refroidissement, il faudra refaire quelques tuyaux. À l'arrière, il faudra modifier la bride. Et puis, il y a encore divers autres petits points à régler. Et comme nous sommes encore à l'étape de la modélisation, même si cela ne semble pas très logique, nous devons maintenant commencer à nous occuper de l'extérieur, afin que notre rendu ne soit pas en contradiction flagrante avec la réalité. C'est à dire par exemple sur le rendu, l'avant de la voiture se rétrécit, alors qu'en réalité à l'extrémité avant, on a un moteur très large. Et maintenant pour tout assembler et combiner afin que cela ait l'air, le plus proche possible du rendu, il faut déjà commencer à travailler sur l'extérieur. C'est pourquoi maintenant, nous allons en parallèle régler les questions importantes liées à l'installation du moteur, aux petits détails techniques, et en même temps nous occuper de l'intégralité du kit carrosserie extérieure de la voiture. Alors lors des tout premiers essais, nous avons attentivement comparé ce que nous avons avec notre rendu visuel, et il est tout de suite devenu absolument évident que la hauteur totale du moteur ne nous convient absolument pas du tout. Il est trop haut. Sur notre rendu, l'avant de la voiture, elle se rétrécit vers l'avant et pour faire simple, le moteur est trop haut. Il n'y a rien à couper ici, rien à déplacer non plus, donc Scania a trouvé une super solution. C'est de coucher le moteur sur le côté comme c'est fait dans le Volkswagen 3 Transporter. Là-bas, il est vraiment couché sur le côté, presque à l'horizontale. Et il existe même des solutions toutes faites pour ça. En théorie, on achète un quartier d'huile et une crépine adaptée. Et on va simplement faire pivoter le moteur sur la boîte, autant que possible entre nos longerons, pour coucher le moteur sur le côté. De cette façon, on va réduire sa hauteur et ce sera un peu plus simple par la suite de travailler sur l'agencement de la partie extérieure de la carrosserie. Donc maintenant, on va essayer. On a fait pivoter le moteur. Et en principe, sa position actuelle est un compromis. On aurait pu le tourner encore un peu, mais il y a déjà beaucoup de points positifs. Cela ne nous aurait rien apporté, mais cela aurait causé beaucoup plus de soucis. Maintenant, avec la rotation du moteur, le problème du filtre à huile s'est aussi résolu automatiquement, ainsi que tout ce qui gênait la barre de direction. Pour l'instant, il ne semble plus rien gêner, mais un problème est apparu avec le collecteur d'échappement. Il bute contre le longeron. On va probablement résoudre ça en remplaçant du collecteur atmosphérique au collecteur pour turbo. Et simplement, à l'endroit de la sortie pour le turbo, nous allons souder le silencieux. Pour le reste, il n'y a que des avantages considérables. Le moteur est devenu significativement plus bas. Il a baissé de quelques centimètres, disons de 8 à 10 cm au point le plus haut. Je ne sais pas si cela nous suffit pleinement ou non, mais c'est déjà bien mieux qu'avant. Donc on va s'en tenir à cette option très avantageuse. Concernant le quartier d'huile, très probablement nous utiliserons le quartier d'huile d'une Passat B-Sync, dont le moteur est à peu près.
il est également incliné, comme le nôtre, donc nous essaierons de nous en sortir avec des solutions d'origine. Voilà, c'est à peu près dans cette position que le moteur sera installé chez nous. Quand tout était encore monté sur la voiture, j'ai mis 2 repères. Maintenant que tout est démonté et posé au sol, je les ai alignés. Et maintenant, on voit bien comment et où travailler. C'est très pratique avec cette plaque et la boîte de vitesse. Et je peux me permettre de simplement assembler le moteur et la boîte sur le sol parce que la plaque a un rebord et la boîte une encoche. L'un s'emboîte sur l'autre comme sur un ajustement et tu fais tourner exactement comme tu veux. L'alignement de l'arbre primaire et de l'embrayage n'est pas perdu. Tout est parfaitement positionné. Et c'est tout simplement pratique de tourner comme ça et de choisir la position. Cette position est moins isolée car la plupart des fixations sont ici ou placées comment fixer la boîte et en principe l'angle d'inclinaison nous convient. Il ne reste plus qu'à acheter le quartier d'huile. J'ai déjà démonté le collecteur et nous avons commandé un collecteur d'une voiture à turbo. Il arrivera bientôt aussi, nous allons le modifier. Voilà. La seule chose qui me dérange, c'est qu'on a abîmé la boîte de vitesse. La cloche de la boîte, avant nous les gars, quand ils ont installé le moteur, ils ont fait un énorme trou pour le démarreur. Hier, quand j'ai installé le démarreur, j'ai encore découpé un demi-centimètre labo. Et maintenant, il faut encore découper une grande ouverture. Mais comme la situation avec la boîte de vitesse reste incertaine pour nous, c'est notre ancienne boîte, cassée, sur laquelle la marche arrière saute. Elle hurle, elle fait du bruit, elle craque, et il faudrait la réparer, l'entretenir, mais personne n'a vraiment envie de s'en occuper. C'est pourquoi, très probablement, nous achèterons soit une autre boîte de vitesse, soit nous donnerons celle-ci à quelqu'un. Si nous achetons une autre boîte, alors je découperai soigneusement notre petite fenêtre pour le démarreur. Et celle-ci reste notre maquette, donc certaines choses lui sont pardonnées. Partout où c'est possible, je percerai et ferai un filetage là où c'est pas possible, et qu'il vaut mieux faire un trou traversant, j'utiliserai un boulon traversant, puis nous remettrons ce moteur dans la voiture. Et ce sera alors notre moteur final, de maquette, installé. Voici notre boîte de vitesse démontée. Voilà ce que j'ai essayé ici hier. 5 mm, ne gênez pas. Et cette oreille-là, cette zone, il nous faut encore la découper pour que le démarreur puisse passer de l'autre côté. Concernant la rainure dont je vous ai parlé, ici on la voit bien. Ici à l'intérieur, il y a une encoche et là un rebord. Et l'un glisse parfaitement sur l'autre, ce qui nous aide à positionner le moteur et la boîte de vitesse. Il est temps de prendre une décision. Une autre question connexe concerne la butée d'embrayage. Ici, nous avions cette pièce, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ça ressemble à une butée de Volkswagen. J'ai vu que la plupart des gens, lors de ce genre de swap, utilisent la butée d'origine. Pour le l'UAZ, il retire le roulement lui-même avec précaution, ne laissant que la bague extérieure, puis, à l'aide d'un adaptateur spécialement conçu, ils y pressent et installent un roulement de Jiguli, un modèle de voiture russe très courant. Voilà à quoi cela ressemblera, et sa longueur compensera exactement ce qui nous manque. C'est donc ainsi que j'ai décidé de procéder. Je vais maintenant démonter celui-ci, usiner une bague d'adaptation ici et tout assembler. Au final, la dernière étape pour installer le moteur a été résolue par la méthode décrite ci-dessus. Nous pouvons désormais, l'esprit tranquille, nous occuper de l'extérieur. Nous démontons tout ce qui est superflu. Dans notre cas, il s'agit des portes et de l'armature qui supportaient la bâche. Nous passons donc à l'étape suivante du travail sur le l'UAZ. Ici, nous avons l'armature extérieure de la carrosserie. Nous avons demandé au designer les dimensions principales. Nous allons nous baser sur celle-ci pour assembler tout le cadre extérieur. Nous utiliserons des tubes 30x30 avec une épaisseur de 2 mm. Et nous allons adopter une approche un peu différente de celle que nous avions utilisée par exemple pour la Bucanca. Nous n'allons pas tout souder directement sur la voiture en essayant d'ajuster chaque élément, mais plutôt souder les pièces séparément. Directement selon les plans, le cadre, et une fois le cadre prêt, il sera presque entièrement prêt, pas complètement, mais en grande partie. Nous allons en premier lieu essayer d'installer la partie principale du cadre sur la voiture. Ensuite, à partir de là, nous allons ajuster la voiture au cadre. Ainsi, il sera probablement beaucoup plus aisément de se rapprocher du rendu final, de l'aspect visuel sur le rendu, et toutes nos pièces correspondront de manière optimale. Tout dépendra de la précision avec laquelle je pourrai tout assembler. Au final, c'est Timur Dotov qui est l'auteur du projet. Il a ajusté le modèle spécifiquement pour notre empattement et a réalisé pour nous ce plan. Et à partir de ce plan, Kolia soude la structure métallique qui servira de base. Par la suite, nous prévoyons de le recouvrir de plaques en fibre de verre, et à ce stade, il nous semblait que fabriquer une carrosserie aussi simple et anguleuse serait une tâche très facile. On soude quelques profilés, on pose une plaque de fibre de verre et c'est prêt. En réalité, cela s'est avéré un peu plus compliqué, mais chaque chose en son temps.
Ici, nous avons installé notre cadre brut sur la voiture, simplement pour vérifier si notre rendu visuel, les dimensions précises dans notre rendu numérique, correspondent bien aux dimensions réelles et exactes de la voiture. On voit à peu près que les dimensions sont correctes. Pour l'avant, ça colle, l'arrière, évidemment. Eh bien, je l'avais déjà vu d'après les dimensions, il est plus court. Maintenant, je vois parfaitement ce que je dois découper en trop et je remarque déjà quelques erreurs dans la façon dont j'ai commencé à assembler notre cadre. Notamment concernant la position des tubes. 2 tubes ne sont pas placés comme je le voulais au départ. Je vais probablement le retirer à nouveau maintenant. Et je vais découper la partie arrière pour pouvoir la baisser davantage à sa place. Pour l'instant, ces tubes sont d'une seule pièce. Ils servent surtout à relier l'ensemble. Ici, il y aura une porte, une ouverture pour la porte. Sinon, dans l'ensemble, l'image commence déjà à ressembler à notre rendu. Au final, nous avons décidé d'avancer par petites étapes, mais sûres, en ajoutant chaque élément un à un et en essayant après chaque modification. Après l'essai d'hier, il est devenu clair que pour pouvoir abaisser complètement l'arrière et tout ajuster, il fallait enlever ce qui était en trop. C'est pourquoi je veux maintenant découper tout ce qui nous gêne et tout ce qui est en mauvais état. Je vais probablement enlever tout de suite les passages de roue arrière, car à cause de l'angle des roues, ils touchaient beaucoup et de toute façon, il faudra les refaire complètement. Donc maintenant, je vais carrément découper comme ça en laissant seulement les longuerons avec le plancher, parce qu'ensuite, il faudra s'y rattacher pour notre nouvelle carrosserie. Au final, à chaque nouvel essai, il fallait découper de plus en plus la carrosserie. C'est à cela que nous nous occupons, nous rendant une fois de plus compte qu'il est plus simple de tout faire à partir de zéro que d'essayer de construire et d'ajuster sur des panneaux déjà existants. Mais à chaque fois, on a l'impression que cette fois, ce sera différent, et il semble que, on se demande comment il est possible de garder le plancher d'usine, les montants de porte, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il ne reste pratiquement plus rien de tout ce qui a été mentionné plus haut, et c'est seulement alors qu'on coupe sans regret les derniers morceaux de panneaux, et qu'on se retrouve avec un châssis nu. Mais il faut en arriver là, et c'est ce à quoi nous nous attelons. Voilà à quoi ressemble l'armature assemblée. Nous l'avons placée plus près de la voiture pour que je puisse à peu près comprendre ce qui pourrait gêner immédiatement. Apparemment, c'est tout ce côté qui gêne tout de suite. Au début, je pensais garder ce montant pour pouvoir m'y rattacher ou autre, mais il bouge dans tous les sens. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt à le laisser tel quel. Et il semble qu'il faille tout découper, la tôle extérieure, la découper complètement comme ça avec une grande précision. Et ici, juste à la fin de ces longuerons, il faut également découper avec soin. Des traverses, et c'est justement à elles que nous allons probablement nous rattacher et fixer. D'autant plus qu'ici, à la ferme, on a besoin de souder des écarts bricolés, donc c'est pas trop dommage de couper. Et puis la voiture, en général, au début, semblait vraiment dommage de couper, mais une fois qu'on a commencé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à regretter. Donc là, je retire complètement cet arc ici, qui est situé vers le bas. On peut clairement voir ici que cela a été réparé, mais malheureusement, cela a été très mal fait, donc nous allons l'enlever. C'est ça qui reste. Je coupe encore ici. Là-bas, tout est fissuré. Je ne sais même pas, c'est peut être une erreur, je voulais la refaire. C'est pas vraiment une pièce porteuse. Et ici aussi, tout le long du contour du plancher, on enlève tout. Les arches, je vais probablement les laisser pour l'instant. Comme vous l'avez bien compris, à chaque nouvel essai, il restait de moins en moins de la voiture, ce que vous voyez actuellement à l'écran. Nous avons posé notre cadre sur la voiture elle-même.
En apparence, le concept général, les proportions globales ont l'air super, mais nous avons rencontré quelques problèmes. Les arches. Le point principal, ce sont les arches. Nous avons obtenu une énorme arche arrière et un espace très réduit dans l'arche avant. Et j'ai longtemps eu du mal à comprendre d'où venait notre problème. Pourquoi n'arrivons-nous pas à suivre le plan, alors qu'on a pourtant essayé de tout faire au plus juste, et on en a conclu que très probablement, c'était pas la bonne dimension. Je suis parti de cette dimension alors que le designer, lors de la conception, en a choisi une légèrement différente. Et il s'est avéré que toute notre carrosserie s'est décalée vers l'avant, d'environ 100 à 120 mm, soit 12 cm. C'est pourquoi maintenant, pour faire correspondre le rendu visuel à la réalité concrète, je vais tout simplement couper ici et je vais allonger la carrosserie de 100 mm supplémentaires vers l'arrière. Nous avons fait ici à peu près un contour général en carton et à partir de là, nous avons déjà pris une décision importante. C'est pourquoi maintenant, on le remet à nouveau sur notre gabarit improvisé sur la table de travail. Et là, je vais souder à nouveau les pièces. Et ensuite, on va encore faire des essais et voir à quoi ça ressemblera dans la nouvelle version. Oui, à ce stade, nous avons constaté des divergences avec le rendu. À l'origine, ce projet a été conçu comme une voiture indépendante et non comme un kit carrosserie pour un Loaz existant. C'est précisément pour cela que de telles difficultés apparaissent. Après avoir écrit à l'auteur du projet, dont l'Instagram sera bien sûr indiqué dans la description de la vidéo, donc, après avoir contacté Timur, il a accepté avec plaisir de participer à ce projet, c'est, à dire, à la construction d'un prototype réel. Nous avons alors commencé à adapter le modèle conçu de zéro. Le concept à la base réelle de l'empattement. Ce qui est génial, c'est que le concept sur l'image est très proche en termes de paramètres et de dimensions du véritable Loaz. Cela s'est produit d'un côté par hasard, mais de l'autre c'est logique, car le concept incarne le modèle du Loaz venu du futur. Et visuellement, on reconnaît tout de suite le Loaz, notamment grâce à ses dimensions et à ses proportions. Déjà maintenant, à l'approche de l'assemblage final, nous avons décidé de modifier un peu le concept. Et au final, il sera très différent des rendus que nous vous montrons depuis plusieurs mois. Au final, la voiture sera réalisée dans le style d'un tout-terrain d'expédition. Il y aura 2 places à l'avant et à l'arrière se trouveront divers coffres et caisses de rangement. Sur le toit, au-dessus, nous installerons une tente et encore beaucoup d'autres choses utiles. Donc le suspense reste entier et l'apparence finale sera très différente de ce à quoi vous vous attendez. À ce moment-là, il est devenu évident qu'il n'y avait plus de sens à laisser localement des morceaux de tôle sur le plancher et qu'il ne faisait que compliquer le travail ultérieur. Et comme tu le vois, Kolia, il enlève tout sans pitié. Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci. Voilà à quoi ressemble notre châssis mis à nu. Ici, j'ai déjà découpé tous les supports manifestement inutiles. À l'arrière, il y avait toutes sortes de petites choses.
J'ai aussi retiré les longerons transversaux centraux. Ils allaient nous gêner. Ceux-ci très probablement gêneront aussi à l'avenir. Mais pour l'instant, je les ai laissés. Les enlever, c'est pas vraiment un problème. Le châssis est en bon état. Il n'y a pas de trous traversants, de fissures ou quoi que ce soit de ce genre. Il y a un peu de corrosion en surface, juste sur le dessus. Mais elle s'enlève facilement, donc je vais tout nettoyer minutieusement maintenant. Je vais prendre différents types de disques. Des disques lamelles, des disques corail, ce genre de choses. Donc je vais gratter tout ça. On a tout découpé parce qu'il y avait plein de recouvrements comme ça. Quelqu'un avait déjà ressoudé ça à l'époque sans trop se soucier des détails. Et ça, on a décidé de ne plus le laisser comme ça. On a décidé de faire quelque chose de plus ou moins correct, même si en fait c'était pas du tout prévu. S'en occuper, le démonter aussi profondément, c'était pas dans nos plans. On voulait garder le plus de pièces d'origine possible, mais comme toujours, plus on avance, moins il reste de carrosserie.